Le déficit criard de budget à l'UGB, Moustapha Mbaye est le secrétaire général du syndicat que nous écoutons au micro de Gabriel Barbier. Nous avons décidé aujourd'hui, au sortir de notre Assemblée générale, d'interpeller l'État du Sénégal et en premier lieu son chef, à savoir le président Macky Sall. Parce que, indépendamment des problèmes de retard de salaire, de l'absence de couverture médicale, mais aussi de non-reversement des cotisations sociales, nous avons décidé aujourd'hui de régler une fois pour toutes le problème lancinant de la question de manque de budget au niveau de notre université en particulier, mais aussi des universités sénégalaises en général. Et si vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes actuellement en plein dans le CDP, nous sommes actuellement aussi en train de faire les réformes au niveau de l'enseignement supérieur qui ont découlé du conseil présidentiel, lui aussi qui a découlé de grandes concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement. Il y a aussi le PSE et si vous voyez bien, pour l'ensemble de ces projets-là, notre sous-secteur, qui est celui de l'enseignement supérieur, doit jouer un rôle de locomotive pour porter l'émergence du Sénégal. Et nous voyons mal, à ce titre-là, que cet État-là ne puisse pas nous donner les moyens de réaliser cette politique-là. Il faut dire que depuis quelques années, on note un déficit criard de budget au niveau de nos universités en général et de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous n'êtes pas ignoré que jusqu'à maintenant, il y a des collègues qui n'ont pas encore perçu leur salaire. Et indépendamment de ça aussi, il y a des structures médicales, même où nous ne pouvons pas bénéficier de ces prestations-là. Il y a aussi un non-reversement de certaines cotisations des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de prendre votre contact pour pouvoir délivrer ce message-là au chef de l'État. Retour à Dakar pour parler de la grève de la faim des sortants de la FASTEF promotion 2012-2013 regroupés autour d'un collectif. Ces 447 professeurs non affectés montrent leur détermination à poursuivre le combat pour réclamer leur affectation dans les lycées. Ces grévistes se disent prêts à y laisser leur vie s'ils n'obtiennent pas satisfaction dans ce reportage de Mami Hadignar. Affectez-nous ou enterrez-nous. Affectez-nous ou enterrez-nous, c'est le nouveau slogan des sortants de la FASTEF promo 2012-2013 en diète depuis 4 jours pour réclamer leur affectation. La grève de la faim, c'est notre dernier recours. C'est pour attirer l'opinion nationale et internationale de notre non-affectation. Donc on amène cette grève de la faim pour exiger notre affectation. À ces étudiants grévistes qui se disent mener le combat s'indignent du silence des autorités étatiques. Nous l'avons entamé depuis vendredi. Mais avant d'entamer cette grève de la faim, on avait posé des actes, à commencer par la lettre qu'on avait rédigée. Il n'y a pas de réaction. On a rédigé une lettre au ministère de l'Éducation nationale. Et cette lettre a, avec ampliation pour le président de la République, pour le Premier ministre, mais également le ministre de la fonction publique, la présidente du Conseil économique et social, le ministre de la fonction publique. Youba Koli et ses camarades invitent l'État du Sénégal à rectifier le tir avant que l'irréparable ne se reproduise. Ce qui est inquiétant, dans un État où on parle d'État de droit, ces jeunes qui sont diplômés, qui prétendent à un emploi permanent, ils ont un diplôme reconnu par l'État et que le président a donné des engagements, a donné des instructions pour le recrutement. Et jusque-là, rien n'a été fait. Donc, si on entame la grève de la faim, il n'y a pas de réaction de la part de l'autorité, c'est inquiétant. Je lance un appel au président de la République de prendre ses dispositions pour affecter le plus tôt que possible ces professeurs qui mènent la grève de la faim. Le collectif des non-affectés qui regroupe 447 professeurs ont l'appui de leurs parents pour mener leur combat et 7 parmi eux ont été évacués à l'hôpital. Mami Hadignar, je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, déclaration de politique générale du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Et je disais également qu'aux alentours de l'hémicycle, ce n'est pas le grand rassemblement de militants. Il n'y a pas une grande effervescence en direct dans ce journal. Mamanta Ndour. Mamanta, bonjour. Allô, Mamanta?
Apparemment, Mamanta ne nous entend pas. Nous essaierons d'entrer en contact avec elle avant la fin de cette édition. En bref, football, réunion importante de la CAF aujourd'hui au Caire sur la CAN 2015. L'instance dirigeante du football africain va décider si elle accepte le report de la compétition comme le souhaite le Maroc ou maintenir la CAN et choisir un autre pays d'accueil. L'Égypte s'est positionnée pour remplacer le Maroc et si elle est choisie aujourd'hui, le Sénégal et la Tunisie sont qualifiés. Le match du 15 novembre au Caire entre l'Égypte et les Lions de la Teranga n'aura plus d'enjeu. Nous y voir le verdict de la CAF qui se réunit à l'instant et nous poursuivons cette édition avec l'actualité hors de nos frontières qui porte aujourd'hui la signature de Seynabou Ndiaye. Nous débutons cette page internationale au Nigeria, du nouveau dans l'attentat suicide qui a fait 47 élèves tués et 79 blessés. Le kamikaze a revêtu l'uniforme de ce lycée de garçons avant de se faire exploser au beau milieu du rassemblement matinal. L'attaque a eu lieu lundi à Potiskum, la capitale économique de l'un des 3 États placés sous loi martiale depuis 1 an et demi pour faire face à l'insurrection sanglante des islamistes de Boko Haram. Le secte dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché » n'a pas revendiqué l'attentat, mais les autorités ont peu de doutes sur les auteurs de ce massacre perpétré au lendemain de la publication d'une nouvelle vidéo du chef de Boko Haram. Abou Bakr Sheiko persiste et signe. Il exclut toute perspective de trêve avec le gouvernement. L'insurrection islamiste a fait plus de 10 000 morts en 5 ans dans le nord du Nigeria. Autre aspect de l'actualité au Mexique, manifestation pour les 43 disparus. Le défilé était organisé ce lundi par les familles des victimes autour de l'aéroport international d'Acapulco. Quelques 300 personnes masquées, pour la plupart, ont affronté un barrage de police armées de bâtons, de machettes et de cocktails Molotov. Elles s'en sont pris aux forces de l'ordre. 11 policiers ont été blessés. Après des négociations avec la police, plusieurs milliers de manifestants ont ensuite pu converger dans le calme vers l'aéroport d'Acapulco, la première ville touristique du pays. Ces accès ont été bloqués pendant 3 heures. De nombreuses manifestations ont été organisées depuis la disparition le 26 septembre dernier de 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa dans l'état de Guerrero. La veille, 3 membres d'un gang avaient affirmé les avoir massacrés. Une version contestée par les parents des étudiants qui considèrent que ces aveux ne constituent pas de preuves. Selon les autorités fédérales, les étudiants ont été attaqués sur les ordres de l'ancien maire d'Iguala, José Luis Abarca, et son épouse Maria de Los Angeles Pineda, sœur de 3 narcotrafiquants. Et pour finir, naufrage du Séoul, le verdict est tombé pour le capitaine du ferry sud-coréen. Accusé d'avoir abandonné plus de 300 passagers lors du naufrage du Séoul, Lee Jong-seok, 69 ans, a été condamné à 36 années de prison pour négligence. Le parquet avait réclamé la peine capitale et lui-même avait réclamé qu'il l'a méritée. Il avait paniqué et sa fuite sur un navire de secours avait été filmée. L'ingénieur en chef a aussi été condamné à 30 ans de réclusion pour homicide. Il n'avait pas à avoir porté 2 membres d'équipage. Les membres des victimes, dont 250 lycéens d'un même établissement, se satisferont-elles du verdict? Hier, les autorités ont annoncé qu'elles mettaient fin aux recherches pour tenter de retrouver les derniers corps. C'est le 16 avril que le Séoul a sombré. Seuls 172 des 476 passagers et membres d'équipage ont pu être secourus. Et lors des recherches qui ont suivi, 2 plongeurs sont morts. Retour à Dakar, direction l'Assemblée nationale pour retrouver Gorgui Samba Ndiaye en direct dans ce journal pour parler de la déclaration de politique générale. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a déjà décliné sa feuille de route. Maintenant, au tour des députés d'amener des questions au Premier ministre. Apparemment, on fait signe que c'est Mamanta qui est en ligne, qui revient également sur l'absence de mobilisation aux alentours de l'hémicycle. Ce n'est pas
comme au temps où on voyait beaucoup de militants amassés devant l'hémicycle pour venir soutenir le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Mamanta, bonjour. Apparemment, c'est un peu difficile d'entrer en contact avec nos reporters sur le terrain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec beaucoup plus de détails. Nous continuons cette édition et nous passons à la deuxième partie comme tous les mardis. Actu Média, c'est avec Marguerite Rosalie. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Actu Média. Aujourd'hui, Actu Média revisite l'histoire des médias au Sénégal de l'époque coloniale à nos jours. Comment la presse sénégalaise a-t-elle réussi le passage de l'ère coloniale à l'indépendance? Des professeurs et des journalistes vont se prononcer sur la question. Nous avions la presse coloniale, la presse de l'administration coloniale. Ensuite, il y a la presse des colons, la presse des missions catholiques et protestantes. Ensuite, il y a la presse afro-américaine. Et enfin, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, africaine. Alors, professeur Moustapha Samb, quelle était la matière de cette presse coloniale? En réalité, c'était une presse au service de l'administration coloniale. Une presse de domination, une presse d'oppression. Donc c'est véritablement qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a assisté à la naissance d'une véritable presse africaine animée par des intellectuels africains qui était une presse de contestation. La presse a joué un rôle extrêmement important durant la période de 1945-1960 pour permettre aux différents pays africains d'accéder à l'indépendance. Selon Seydou Dia, professeur au CESTI, les premiers animateurs de la presse étaient des politiciens. Blaise Diagne, en tant que premier député, était porteur d'un idéal d'émancipation également. Et il s'est appuyé, en tant que directeur de publication, il s'est appuyé sur 3 journaux assez rapidement. L'Afrique de l'Ouest, l'Ouest africain français, la démocratie africaine et surtout la France coloniale. Les historiens mentionnent l'existence d'un journal qui s'appelait tout simplement Le Sénégal, que Galandou Diouf aussi a su utiliser comme porte-flambeau de ses idées à lui. On peut aussi mentionner toujours dans la même période la résurrection que Lamine Gueye, n'est-ce pas, qui était SFIO, a fait de ce journal qui s'appelait La WEF. Comme on peut le constater, cette presse de l'entre-deux-guerres, qui va de 1914 jusqu'à pratiquement 1939, a été caractérisée par le rôle clé d'hommes politiques sénégalais qui ont joué pratiquement le rôle de véritables directeurs de publication. Cette presse de l'époque, qui avait comme objectif de lutter pour la décolonisation, n'a pas su garder son indépendance après l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale. Aussitôt après l'indépendance, il n'y a pas eu de presse indépendante. Au contraire, c'était le parti unique, c'était la presse d'État. L'État lui-même s'opposait à la liberté de la presse parce qu'il y avait un monopole sur l'information. Il y avait un contrôle de l'information par l'État. La loi française de 1881 qui consacre la liberté de la presse en France est la référence la majeure fondamentale des pays africains. Mais, une fois en Afrique, nos chefs d'État l'ont acclimaté, l'ont modifié par des restrictions, ce qui fait que cette loi-là a été vidée de son contenu et de son sens. Il n'était pas autorisé à quiconque. C'est un journal, ce qui a mené les historiens à qualifier cette période de période du discours unique, puisque tous les organes des partis de l'opposition à l'époque, il y avait
le PRA ou le PAI, qui étaient les deux formations politiques. Moms Sareu était confiné à la clandestinité et il y avait, pour ainsi dire, qu'un seul discours uniforme, celui de la presse gouvernementale. Le boom médiatique est intervenu vers les années 74. Durant cette période, on assiste à une libéralisation du secteur de la presse et cela a permis la floraison des publications. Avec l'arrivée de Diouf qui a remplacé Senghor, Abdou Diouf a compris que, n'ayant pas le charisme de Senghor et ne pouvant plus résister à la pression des populations vers la liberté, Abdou Diouf a préféré libérer les journaux, libérer les partis politiques. À partir de 1974, on voit progressivement apparaître un certain nombre d'organes qui vont s'inscrire dans une dynamique de diversification. C'est à l'époque où il y a une presse partisane d'opposition, bien structurée, qui va essayer, notamment à travers Ferniente, qui s'adosse à la tendance extrême gauche maoïste. Il y avait aussi Kadebi, n'est-ce pas? Kadebi, Andadjev, qui par la suite va être disons, porter les idées du futur Andadjev. Et toujours aussi Moms Sareu, qui vont s'inscrire carrément dans une dynamique de dénonciation de cette omerta que le pouvoir en place a imposé à l'opinion. La presse d'État était sous le joug du pouvoir, la presse indépendante était sous le joug de journalistes indépendants. Si on prend l'exemple du Sénégal, vous savez très bien que quelqu'un comme Babacar Touré, Abdoulaye Ndiaga Sylla et les autres, les Abdelatif Coulibaly et autres, avaient lancé, Ibrahima Bakhoum, avait lancé Sud Quotidien. Mais avant Sud Quotidien, c'était d'abord Sud Magazine, Sud Hebdo, ensuite Sud Quotidien. Walfadjri aussi avec Sud Lamignas. Cette forme de presse a très tôt rompu avec la presse de propagande, la presse caisse de résonance, en charge de la demande sociale. Il ressort clairement que la presse a toujours joué un rôle important dans l'histoire politique du Sénégal. Elle a contribué à la lutte pour la décolonisation et elle a été décisive dans le processus ayant mené aux différentes alternances démocratiques survenues dans notre pays. Et aujourd'hui, la presse est considérée à tort ou à raison comme un quatrième pouvoir. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média. Merci à toute l'équipe qui m'avait accompagné. Merci également à vous. Rendez-vous. Marguerite Rosalie Ndiaye, rendez-vous est pris pour mardi prochain. Mais bien avant de vous laisser, nous continuons avec vous avec la revue de la presse nationale. Bonjour, le Premier ministre face aux députés ce mardi. Walfadjri liste d'emblée les attentes, éducation, économie, infrastructure, les 12 travaux de Mohamed Dionne, titre le journal. En effet, d'Abdoul Mbaye à Aminata Touré, beaucoup de promesses ont été faites et peu d'actes réalisés, constate le journal. Toutefois, poursuit Walfadjri, on peut espérer que Mohamed Dionne réalise les promesses que Mimi Touré n'a pas eu le temps de concrétiser. En tout cas, les citoyens espèrent beaucoup de cette déclaration de politique générale, baisse du coût de la vie, emploi des jeunes, éducation, accès aux services de santé, ce que les Sénégalais attendent de Mohamed Boun Abdallah Dionne, informe Le Soleil. Direct Info, quant à lui, a identifié les urgences pressantes qui ont pour nom insécurité, coupure d'eau et d'électricité, accès aux soins de santé, baisse des produits, des denrées de première nécessité. La liste est loin d'être exhaustive. Dionne, face à la demande sociale renchérie, Le Témoin
témoins qui se demandent par ailleurs à quoi sert la DPG. Comme ses prédécesseurs, explique mon confrère, John va se prêter à ce grand oral avec la même solennité, la même majorité, la même adversité d'une opposition qui ne verra rien qui est gras à ses yeux. Si c'est cela, ironise le journal, il ne servira à rien d'en faire un rite. La tribune, par contre, voit dans ce grand oral un moyen de savoir ce que pèse l'homme du PSE. Mohamed John fait sa prophétie, note l'Observateur, qui a interrogé des politiques sur la pertinence de la DPG. Doudou Wade parle d'une obligation constitutionnelle à respecter. Ndiogou Wakli prône une DPG pour un mandat et Moussa Sy dira qu'il faut tout simplement supprimer les DPG. En attendant d'en arriver là, Mohamed John fait face à son destin, mentionne Sud Quotidien. Va-t-on vers un autre 23 juin de faire entre le pouvoir et le PDS se poursuit. Omar Sarr parle dans l'Observateur. Nous avons déchiré l'arrêté du gouverneur et nous maintenons notre marche. Advienne que pourra. Siwel nous informe que les pontes de l'APR peaufinent une stratégie de contre-attaque. Dans le même journal, Sidi Lamine Niasse appelle à une désobéissance civile pour braver l'interdiction de marche du Parti démocratique sénégalais. Pendant ce temps, le pouvoir est en réunion d'urgence, informe toujours Siwel. Le procès d'Hissène Habré à la une de nos quotidiens, ça sent l'échec de la justice africaine, renseigne Grand Place. Selon le journal, le refus de coopération d'Idriss Déby décrète la mort de la justice africaine. Ça s'emballe sur l'axe Dakar-N'Djamena, s'exclame Enquête qui annonce que 26 agents de la DDS à la barre le 14 novembre prochain et Maître El Hadji Diouf qui se défoule sur l'ex-premier ministre dans l'As. Mimi Touré ne peut pas échapper, dixit l'avocat qui poursuit dans l'Observateur. Mimi Touré a l'obligation de se présenter à la barre ce 14 novembre avant d'exiger la libération immédiate de leurs clients et de la fermeture des chambres africaines extraordinaires. Scandale à la polyclinique de la Médina, plusieurs millions disparaissent. Le caissier vide le coffre, informe le quotidien. Selon le journal, El Hadji Leyti Ndiaye est activement recherché. Il a pris la poudre d'escampette avec pas moins de 30 millions. Toujours dans la santé, le Populaire a mené une enquête sur la recrudescence des césariennes dans les structures sanitaires, arnaque financière ou urgence médicale. Les réponses à découvrir à la page 5 du journal. Bonne lecture. Merci à vous, Marguerite Rosalie Ndiaye. C'est avec la revue de la presse nationale que prend fin cette édition réalisée par Ousmane Sen. Merci également à Adjaratou Penda Dialogue et Aïssatou Diagne qui ont assuré la partie technique. Merci à Abindour pour son apport esthétique. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Excellent moment en compagnie de nos programmes. Dans moins d'une heure, Koumba Diop sera là pour la version Wolof de cette édition. Bonne journée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Walfadjri et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat du jour. Ce lundi, premier numéro de la semaine, nous avons choisi de parler du meeting que compte organiser le Parti démocratique sénégalais et qui devrait être interdit par les autorités de la République du Sénégal. Après le gouverneur de Dakar qui a pris cette décision, en tout cas selon la presse, après le ministre de l'Intérieur qui en a parlé, c'est au tour du chef de l'État qui, au cours d'une rencontre avec la
la presse a dit clairement son opposition à une manifestation, en tout cas pendant la période qui précède l'organisation du prochain sommet de la francophonie à Dakar. Quels sont les arguments avancés par le président de la République? Ces arguments sont-ils défendables? C'est en tout cas les questions auxquelles mes invités vont tenter d'apporter des réponses. Ces invités-là, c'est d'abord Alla Dieng. Alla Dieng est membre du mouvement du 23 juin, le M23, dont il est d'ailleurs le chargé de la communication. Alla Dieng, bonsoir. Bonsoir Moustapha, bonsoir à nos auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à mes co-débatteurs. Vos co-débatteurs, c'est aussi Pape Gora Ndong. Pape Gora Ndong est lui responsable politique à Pikine. Il est membre de l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall. Pape Gora Ndong, bonsoir. Pape Gorgui. Pape Gorgui Ndong. Bonsoir Moustapha, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de la télévision Walfadjri. Bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à toutes les populations de Pikine, d'où je suis militant et engagé personnellement. Et mon troisième invité est Ngouda Dione. Ngouda Dione est lui membre du Parti démocratique sénégalais. Ngouda Dione, bonsoir. Merci Moustapha. Donc bonsoir à mes co-débatteurs, Monsieur Dieng du M23 et Pape Gorgui Ndong de l'APR. Je voudrais en profiter pour saluer l'ensemble des militants du Parti démocratique sénégalais de Golfe Sud et de tout le Sénégal, l'ensemble des citoyens du Sénégal et l'ensemble des personnalités qui vraiment ont consacré leur vie à défendre la République et la justice. Ngouda Dione, on a envie de dire que la musique avait commencé à monter depuis que le gouverneur de Dakar a dit, ou bien en tout cas à travers les colonnes du journal Libération, qu'il y avait une réflexion pour interdire les manifestations à partir du 10 novembre et ce jusqu'au 5 décembre. Alors hier, on a entendu le chef de l'État lui-même en parler. Est-ce que les arguments avancés par le chef de l'État vous paraissent pertinents pour justifier du meeting que le PDS prévoyait d'organiser le 21 novembre? Monsieur Diop, vous voyez que quelquefois nous, intellectuels africains, ou élite, je dirais, élite africaine, vraiment, nous avons des problèmes. Je le dis toujours quand je relis Amadou Kourouma, Soleil des indépendances, les vieux nègres et la médaille, etc. etc. Ouais. Même quand je lis Things Fall Apart de Chinua Achebe, quand vous lisez ces trois romans, le monde s'effondre. Dans la traduction française, je m'étonne que jusqu'aujourd'hui encore, nous continuons des comportements vraiment qui ne sont pas acceptables. Parce que, quelle est la justification de cette introduction? On a dit que parce que un sommet comme la francophonie qui mobilise une cinquantaine de chefs d'État, de milliers d'hommes de la presse, etc. Je me rappelle, et ça, c'était le PDS qui était là. Quand George Bush était venu, il y avait presque, on avait parqué certains commerçants. Malgré que j'étais au PDS, on avait interdit la circulation sur le route pendant 6 heures de temps. Demain, où je pense à partir d'aujourd'hui, doit se tenir en Chine le sommet de la paix. Mais je suis absolument sûr que personne n'interdira aux Chinois et autres de circuler pendant une quinzaine de jours. Ça veut dire du 10 novembre, donc ça veut dire le Sénégal ne doit plus fonctionner réellement dans toute la splendeur de ses libertés et de sa démocratie pendant 15 jours. Parce que tout simplement, il y a un sommet de la francophonie. Et ceux qui le disent, ils ont bravé. Et ils ont dit même, quand même, Maître Ousmane Ngom leur a dit qu'on vous autorise de marcher lors du sommet de l'OCI. Ils ont dit on n'a même pas besoin d'une autorisation. Nous marchons. C'est ce qu'ils ont dit. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui essaient de donner des leçons de démocratie et du respect des principes républicains. Ils ont dit on n'a même pas besoin de votre autorisation. Nous marchons. Certains marabouts ont été même obligés d'intervenir. Je pense, vous savez, les marabouts dont je parle sont intervenus parce que c'était grave. Même chose pour le Festival mondial des arts nègres. Quel que soit par ailleurs, celui-là, M. Pape Gorgui Ndong disait tout à l'heure et parlait de finances. Moi, dans ma vie, les objectifs
les résultats ne sont pas appréciés en termes de finances. Je les apprécie en termes d'utilité et non pas numéraire. Pour dire quoi, Non, il a dit que le sommet de, comment il a dit encore, Fesman, vous avez mis 75. Pour lui, le Fesman s'apprécie en termes de quantité d'argent. Le Fesman s'apprécie en termes symboliques. Quelle est l'utilité en termes de renaissance africaine? Et c'est pourquoi, quand aujourd'hui, la francophonie, la majeure partie de ceux qui sont autour de Macky Sall, nous tous, nous savons, et moi-même, et d'autres, nous savons notre opinion, nos principes. Il y a de cela 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que nous pensions de la francophonie? Ce que j'en pensais, il y a de cela une quinzaine d'années, c'est jusqu'à présent ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est quelque chose on a bien compris, Ngouda Dione. Alors, je l'assume. Je dis que le sommet de la francophonie est farfelu. S'il vous plaît. Pape Gorgui, à plus forte raison, comparer ça avec l'OCI ou Fesman. Donc, ceci dit, je dis que l'État est libre. Ngouda, s'il vous plaît. Alors, Pape Gorgui, donc, comment, pour beaucoup ne comprennent pas qu'on ait suffisamment de forces de l'ordre pour assurer la sécurité de toutes les personnalités qui vont participer au 15e sommet de la francophonie prévu à Diamniadio, et qu'au moment on peine à assurer la sécurité de citoyens sénégalais qui voudraient tenir un meeting sur une place comme la place de l'Obélisque. Comment expliquer ça? Merci beaucoup, Moustapha. D'abord, permettez-moi tout simplement de repositionner le débat pour faire comprendre à l'ensemble, aux populations sénégalaises, que non seulement ce n'est pas une manifestation citoyenne, mais c'est une manifestation d'un parti politique qui s'appelle le Parti démocratique sénégalais, dont le leader de ce parti a été président de la République pendant 12 ans et qui avait déjà lancé et donné une communication en disant clairement de l'extérieur que je peux déstabiliser ce pays. Cette manifestation est choisie dans un contexte particulier et tout le monde sait, reconnaît, et peut reconnaître quand même que nous sommes dans un pays démocratique où nous avons des institutions fortes et que chacune de ces institutions peut aujourd'hui prendre ses responsabilités à temps. C'est les autorités administratives de ce pays qui ont pris la responsabilité d'annuler toutes les manifestations pour une période bien déterminée. Ce n'est pas seulement la manifestation du Parti démocratique sénégalais qui a été interdite. Et vous savez, on doit reconnaître quand même que des institutions qui se chargent de la sécurité des personnes et des biens peuvent quand même détenir des informations dont nous, en tant que citoyens simples, nous ne pouvons ne pas avoir. Oui. Si nous devons faire face aujourd'hui à des cinquantaines de chefs d'État et des milliers de délégations qui doivent se déplacer et venir ici au Sénégal, pourquoi le Parti démocratique sénégalais, durant tout ce temps-là, n'a choisi que cette période pour faire une manifestation? Et pour Ngouda, on n'a pas interdit aux Sénégalais la circulation. On n'a pas interdit aux Sénégalais la liberté de circuler dans ce pays. On a interdit aux Sénégalais, dans un contexte particulier qui fait appel au patriotisme et à la citoyenneté, les moments où c'est la République qui engage tous les citoyens vers un seul bateau, que pendant une période arrêtée de manifester. Donc la crainte, c'est quoi? Qu'il y ait manifestation du PDS, qu'il y ait débordement et que peut-être certains invités attendus à Dakar annulent leur déplacement. C'est ça la crainte? La crainte, en réalité, dépasse largement ça. Vous avez vu que la sécurité des personnes et des biens, que ce soit dans la sous-région ou au niveau international, nous avons vu le terrorisme qui dépasse nos frontières, surtout le terrorisme transfrontalier. Donc aujourd'hui, pour gérer tous ces défis, les services de sécurité, les services de l'ordre du Sénégal ont autre chose à faire que d'encadrer des manifestations qui n'ont qu'une seule portée, une portée politico-politicienne. Politico-politicienne pour détruire l'image de la diplomatie sénégalaise qui rayonne et qui continue à rayonner. Je ne dis pas que c'est le président Macky Sall qui fait rayonner exclusivement cette diplomatie. Ça a commencé depuis le président Léopold Sédar Senghor. On a bien compris, Pape Gorgui. À la du M23, l'argument avancé par Macky Sall vous paraît-il pertinent pour justifier l'interdiction du meeting du Parti démocratique sénégalais? Mais il faut un peu rectifier. Ce n'est pas un meeting du PDS. C'est un meeting d'une coalition, je pense, qui s'appelle Front patriotique pour la défense de la République, même si le PDS est au cœur. Bon, les arguments du président de la République
après la sortie de monsieur le ministre de l'Intérieur et du gouverneur, peut-être peuvent être acceptés si il y a des non-dits. C'est-à-dire s'ils détiennent des informations que nous, citoyens simples, ne détenons pas. Et qu'ils ne peuvent pas nous donner. Et qui probablement ne peuvent pas nous donner. Et peut-être, en tenant compte de la situation sous-régionale, s'il y a quelque chose qui s'est passé récemment au Mali, peut-être ils ont des informations dont nous ne disposons pas. Mais néanmoins, le Sénégal est arrivé à un stade de démocratie adulée partout dans le monde, jusqu'à ce que quand même interdire une marche, ce serait faire marche arrière. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est quand même la beauté de la marche d'un pays. Et la démocratie sénégalaise a été magnifiée depuis très longtemps parce que nous avons commencé à faire des élections. Aladji, on parle d'informations qui seraient liées à la sécurité du sommet et qu'on n'aurait peut-être pas. Alors, pourtant, ce qu'on voit, c'est que dans d'autres pays où des sommets beaucoup plus grands que la où il y a des menaces réelles d'attentats, les gens manifestent, organisent même des contre-sommets sans que cela nous dérange. D'abord, revenir encore pour une autre précision. La francophonie regroupe plus de 50 pays, dont nous attendons pratiquement, en tout cas 70 à 80 présidents et chefs de gouvernement. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de président, mais il y a des chefs de gouvernement, comme le Premier ministre, par exemple. Donc, moi, je pense que ce qu'ils craignent, c'est qu'il y ait un débordement. Mais probablement, c'est, même si je reconnais que là où se tient le sommet de la francophonie et là où doit se tenir le meeting. Justement, c'est à ce niveau que l'on ne se comprend pas. Ce n'est même pas aussi la même période. Il y a une semaine de décalage. Alors, je vous donne l'exemple du G20, par exemple, qui réunit les plus grands chefs d'État de ce monde. On sait qu'ils sont souvent menacés quand ils se déplacent. Il y a des menaces terroristes qui passent sur eux, qui posent sur eux. Malgré tout, on laisse des gens manifester à côté, organiser des contre-sommets. Ça ne dérange personne. Mais il y a une particularité aussi pour le Sénégal. Par exemple, il y a un fait inédit, je viens de le dire. Celui qui veut diriger cette manifestation est un ancien chef d'État qui a dirigé pendant 12 ans ce pays. Et il avait fait une déclaration que je ne considère pas comme républicaine, en tout cas je considère comme une déclaration malheureuse. À part de la France, il avait dit qu'il suffit que j'indique en tout cas la direction que les jeunes peuvent aller au palais. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour un discours d'un homme politique, surtout à cet âge. Ngoura, le président Macky Sall dit que pendant cette période-là, les forces de l'ordre seront assez occupées à faire autre chose que d'encadrer une manifestation politicienne, pour reprendre ces mots. Au même moment, Pape Gorgui nous dit qu'il serait possible que les forces de l'ordre, en tout cas l'administration, aient des informations que nous n'avons pas. Est-ce que tout cela ne devrait pas pour pousser le Parti démocrate sénégalais à être plus sage et éviter de prendre des risques? Merci Moustapha. Vous savez, ce qui est étonnant dans ce pays, Abdoulaye Wade a été un opposant. Il avait un style de langage que tout le monde comprenait. Il est président, il avait un style. Et ça m'étonne que jusqu'à présent, c'est comme si les Sénégalais ou les élites ne comprennent pas le langage d'Abdoulaye Wade. Il a son langage à lui. Non, je reviens sur ce que vous venez de dire, M. Dien. Vous avez dit de la France. Qu'est-ce qu'Abdoulaye Wade a voulu dire? Il a voulu dire, on me dit de ne pas venir telle heure, de ne pas faire cela parce que vous pouvez créer des troubles. Il veut démontrer que ce n'est pas un homme qui veut créer des troubles. S'il en voulait, il pouvait le faire. Et qu'il n'a peut-être pas besoin d'être à Dakar pour le faire. Il n'en a pas besoin, c'est ce qu'il a voulu dire. Et il le répète chaque fois. Abdoulaye Wade veut vous dire que lui, si réellement il était celui que certains disent, il aurait déjà réussi à faire plus que ce qu'il pense. Mais ils ne veulent pas de ça. Position qu'il disait que je ne veux pas prendre le pouvoir en marchant sur des cadavres. C'est la même chose, il dit, moi j'ai une capacité de mobilisation et de drainage de foule qu'aucune, ni cette armée, ni cette gendarmerie ne peut contenir. Est-ce que c'est pas cette capacité qui fait peur pour le 29? Non, drainer des foules n'est pas grave. C'est des partisans. Pourquoi il dit que les militaires ne peuvent même pas? Non. Il a dit que il avait dit que Macky ne contrôle même plus l'armée. Non, il n'a pas dit ça. Je veux vous dire, non, monsieur Dien, Abdoulaye Wade n'a pas dit ça. Je répète ce que je vais vous dire la dernière fois encore, comment on a faussement interprété ce qu'il a dit. Il a dit, moi je suis un homme de paix. Mais dans toutes les démocraties, le droit se conquiert. Le Sénégal est l'exemple de cela. On ne peut pas rester sur son lit
dormir tranquillement et espérer conquérir des droits. Pour conquérir des droits, il faut se battre. Et il dit qu'il se bat. C'est ce que Abdoulaye Wade a dit. Qu'il n'a pas terminé de se battre. Mais et sa sortie du pouvoir. S'il vous plaît, oui. Quelle sortie du pouvoir? Quand il quittait le pouvoir, il y avait des manifestations qui occasionnaient beaucoup de morts. Non, mais ce n'est pas lui qui est responsable. Vous avez écouté votre partisan, Jean-Paul Diaz, hier. Il a dit, j'ai toujours... D'ailleurs, celui-là, un journaliste qui faisait... qu'on avait emprisonné, le journaliste là, qui faisait dans Nouvel Horizon beaucoup d'articles. Il avait dit... Tamsir Jupiter. Et beaucoup l'ont dit. Tamsir Jupiter a dit qu'Abdoulaye Wade avait le droit de se présenter. Le problème n'est pas un... Non, attends, j'arrive. Hier, Jean-Paul Diaz l'a répété. Hier, Jean-Paul Diaz. Je pense... le frère de l'ancien premier ministre Mama Diorboy l'a dit avec Kinying dans Point de Vue. Il a dit, lorsqu'il y a eu tout cet imbroglio, Jacques-Mariel Jonker, dans Populaire, a fait une publication de 4 pages. Question, réponse, possibilité de réponse et acte. Personne ne l'a lu. Mais si tu dis ça, non, on va je veux vous dire.